Ouais. Alors c'est moi qui commence. Je me donne la parole avec Michel. Donc on était tous les deux sur le blog du jeudi. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Alors c'est évidemment très rapide. Et donc l'idée c'est, rappelez-vous de ça. C'est quand même la chose essentielle qu'il faut retenir, c'est que dans ces causes de reprise, c'est le sepsis qui arrive en première cause. Le sepsis, c'est la première cause de reprise, mais c'est aussi la première cause d'échec de la reprise. Donc c'est vraiment un problème et il va falloir le pister coûte que coûte. Retenez que finalement, avec 4 étiologies infection, la raideur et les anomalies de l'appareil alimentaire et le décèlement, ça fait 75% des étiologies et qu'il reste 12% environ de douleurs et que c'est au départ des douleurs inexpliquées, mais que finalement, quand on s'acharne, entre guillemets, à trouver une cause, eh bien, on voit qu'on arrive à expliquer les choses dans plus de 40% des cas de ce qu'on pensait inexplicable. Donc, c'est un problème de stratégie, la reprise. Et pour avoir une bonne stratégie, évidemment, il faut comprendre le problème, il faut avoir identifié la cause et il faut traquer l'infection à cause justement de ces 30%. Donc, ça nécessite d'avoir un plan, une planification. Et ça passe par une investigation policière. Il faut faire une investigation sur le genou, sur le patient, et on a des moyens qui nous sont donnés pour essayer d'avancer dans le diagnostic. Donc toujours analyser, en comprendre et se méfier absolument des choses qui peuvent paraître évidentes. Alors il y a des choses qu'on fait toujours. On a vu, chaque fois qu'on peut, c'est une ponction, parce que ça oriente vers un problème infectieux éventuel dans 30% encore des cas d'infection. La biologie, on a vu que bon, il y a différents examens. Je crois qu'on peut quand même retenir qu'il faut quand même faire de la CRP, puisque c'est quand même l'examen de référence, mais que peut-être que les dédimères sont une possibilité d'avoir des examens biologiques plus sensibles, plus spécifiques et avec une valeur prédictive positive meilleure. On fait toujours des examens radiologiques, toujours. Et il faut retenir que les examens radiologiques, ils doivent être comparatifs des deux genoux pour les problèmes de taille, et ils doivent être faits avec des radios qui évoluent dans le temps, c'est-à-dire qui nous permettent de voir des choses qui changent sur les radios. Et je vais demander à Laurent de venir nous faire ça. Donc, ce qu'il faut retenir des problèmes allergiques, eh bien, d'abord, c'est le terrain. Le génotype de chaque patient va déterminer une réaction différente. Il faut se souvenir qu'il y a l'environnement, la pollution, le tabac qui vont jouer. Il faut tenir compte du nombre d'implants métalliques qu'il y a dans le corps, aussi bien en termes de prothèses qu'en stent et stérilés, etc. Tout ça va agir sur l'immunité cellulaire propre du patient, sur la réaction lymphocytaire avec les sécrétions d'interleukines activant les macrophages, etc. Et ça va entraîner un terrain inflammatoire plus ou moins important. Ça peut être un simple terrain inflammatoire avec une inflammation chronique qui va partir. Ça peut être une sensibilité de plus en plus importante qui, avec les mois, va augmenter et rendre le genou inflammatoire, ou alors carrément entraîner une allergie aux métaux ou au ciment avec des réactions cutanées et des réactions inflammatoires importantes avec des risques de décèlement. Donc on peut avoir des prothèses douloureuses avec des radios normales, on peut avoir des décèlements progressifs ou une capsule fibreuse, une arthrofibrose importante. Le problème qu'on a, c'est la difficulté diagnostique. Les patch tests, on a vu que 2-3 jours, c'était parfois insuffisant, il faut savoir les demander prolongés, et ils ne sont pas spécifiques. Ils vont nous alerter, ils vont nous donner des informations, mais ils ne vont pas forcément être spécifiques. On peut avoir une réaction allergique à une prothèse de genou et avoir des skin patch tests normaux. Le test lymphocytaire est intéressant en biologie, mais on a vu qu'en pratique, Bertrand Semet nous a montré que ce test était de réalisation difficile, aléatoire, et donc on ne peut pas en faire une vérité concrète, d'autant qu'il n'y a que 2 laboratoires en Europe qui le font, donc c'est compliqué. Finalement, qu'est-ce qui marche le mieux? C'est d'interroger le patient et de savoir s'il a une allergie aux bijoux, aux métaux. Là, si on a cette allergie, on va avoir une indication formelle de changer de type d'implant parce qu'on a un risque important, sachant que 60% des prothèses inflammatoires sont souvent d'origine allergique. Et pour finir, en cas d'allergie aux bijoux, aux métaux, il faut savoir changer d'implant pour un implant hypoallergique.
Et dans les reprises pour des genoux inflammatoires dont on n'a pas compris l'origine, il faut prendre un implant hypoallergénique et éviter du ciment à gentamicine. Merci, je passe la parole. Très rapidement, donc vendredi matin, on a parlé beaucoup de techniques chirurgicales. Ali Modjalal nous a montré les problèmes de lambeaux et surtout l'apport des lambeaux perforants. Je vous avais montré un petit peu les techniques d'exposition du genou. Le professeur Kouyoum Jian nous a montré la restauration de la hauteur de l'interligne articulaire. Romain Gaillard nous a donné un petit peu tous les indices et les outils à avoir pour extraire les implants. Michael Hirschman nous a montré comment restaurer la rotation des nouveaux implants sur le fémur et sur le tibia. Peter Verdonck nous a bien montré comment régler la rotation des nouveaux implants et la restitution des gaps en extension et en flexion. Le professeur Sarah Gaglia nous a bien détaillé les indications des différents types de contraintes prothétiques. Le docteur Oussedik nous a montré, comme aujourd'hui, l'importance des zones de fixation pour la reprise de prothèses de genoux. Laurent Jacot nous a parlé des indications de quilles. Après, où on a eu un petit débat entre le professeur Mertel qui utilisait des quilles cimentées et Jean-Louis Prudon qui utilisait plutôt des quilles sans ciment. Doric Passeron nous a montré l'intérêt des manchons métaphysaires. Et enfin, Jean-Yves Génisse nous a parlé de l'apport, surtout dans l'avenir, de la navigation. Donc hier après-midi, on a parlé des révisions sur le plan pratique pour différentes causes. En ce qui concerne les fractures, donc les fractures touchent principalement le fémur avant de toucher la rotule et le tibia et concernent les patients plus âgés. L'ostéosynthèse, quand la fracture ne déstabilise pas l'implant, par plaque ou par clou. Concernant le changement de prothèse, c'est lorsque la fracture déstabilise l'implant et le choix de la contrainte va devoir se poser. En ce qui concerne les pertes de substances osseuses, en particulier au tibia, on a vu la possibilité d'utiliser différents implants métalliques, sleeve, cône ou encore allogreffe, voire mégaprothèse. La raideur, qui représente 15% des causes de révision, on a vu l'importance du timing, la recherche de facteurs de risque préopératoire, en particulier la raideur. Il faut absolument éviter les erreurs techniques et soulager la douleur post-opératoire. Pour agir contre la raideur, dans 3/4 des cas, un geste de libération, y compris manipulation sous anesthésie, était réalisé avec de bons résultats. Et dans 1/4 des cas, il fallait changer la prothèse avec les difficultés que cela implique. De bons résultats en cas de présence d'une cause mécanique et le risque de raideur itérative après changement d'implant qui concernait quand même 68% des cas. Dans la raideur sévère, l'intérêt d'utiliser une prothèse charnière afin de pouvoir libérer et redonner de la mobilité. Pour l'instabilité fémoro-tibiale, donc les causes partagées entre erreurs techniques et mauvaise gestion de l'équilibrage ligamentaire, pensez aux troubles de rotation dans les causes d'instabilité fémoro-tibiale. La place faible du changement de polyéthylène qui peut rester utile dans les laxités équilibrées à condition de modifier la hauteur de l'épaisseur du polyéthylène d'au moins 4 mm avec les résultats qu'on a vus. Le choix de la contrainte importante dans ce contexte, on va facilement aller vers des prothèses semi-contraintes, voire même contraintes. Et puis le mystère persistant de l'instabilité sagittale avec le récurvatum. En ce qui concerne les pertes de substances osseuses, on a vu donc la possibilité d'utiliser du métal ou des substituts osseux ou des allogreffes avec une intégration qui sera secondaire. Dans le cadre du métal, les cales qui offrent la possibilité d'avoir une modularité importante et de s'adapter dans tous les plans, à la condition d'utiliser des quilles. En ce qui concerne les métals poreux, ils ont l'avantage d'offrir une stabilité primaire et une intégration secondaire. Et puis en ce qui concerne les manchons et les cônes, très adaptés pour les pertes de substances volumineuses, en particulier cavitaires, métaphysaires, avec une bonne intégration.
L'infection. Non, l'instabilité. Vous avez compris que le diagnostic, il faut le gérer exactement comme pour une instabilité patellaire objective, avec la même stratégie, faire un scanner, regarder les radios, faire le menu à la carte et le bilan des facteurs d'instabilité pour les corriger un à un. Quand on a une rotule basse, eh bien, on va avoir 3 options. Une première option, c'est remonter la tubérosité tibiale antérieure en réséquant la partie haute de la tubérosité tibiale antérieure dans les rotules basses entre 0,8 et 0,5. Si vous avez une rotule basse à 0,5, il va falloir faire un allongement du tendon patellaire pour redonner une cinématique normale et un bras de levier normal. Vous avez compris que de temps en temps, on peut prendre un ascenseur. Il faut regarder ensuite comment on va gérer ces ruptures de l'appareil extenseur et on rentre dans la case allogreffe et cette allogreffe montre des résultats extrêmement satisfaisants dans ces reprises de prothèses totales de genoux. On a vu différentes options avec l'option de Andrea Baldini avec une série particulièrement impressionnante et des résultats extrêmement satisfaisants. Une autre option aux États-Unis avec l'utilisation de ces mèches qui sont elles aussi fortes. Ensuite, on passe dans le secteur de l'infection. Vous avez compris que c'est la première cause de procédure, donc il faut y être particulièrement attentif et c'est la première cause de reprise dans notre série lyonnaise. On a vu les missions des centres références, répondre aux avis, améliorer la filière de soins, enseigner, promouvoir la recherche. Les examens complémentaires biologiques lors d'une suspicion d'infection de PTG en préopératoire, également avec des possibilités futures en péropératoire avec des tests de substitution et en post-opératoire. Avec Michael Hirschman, les examens de scintigraphie, PET scan et leucoscan et SPECT-CT qui ont un intérêt dans ces infections. Ensuite, on est passé au traitement chirurgical avec la synovectomie lavage avec les différentes indications et traitements antibiotiques présentés par Nicolas. Ensuite, Simon Marmor a présenté son expérience de révision en un temps. Donc c'est un 2 temps très court. Et Philippe de Roche a défendu la révision en 2 temps. Nous avons ensuite fini avec des cas avec des mégaprothèses et des cas extrêmes. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'une prothèse moyenne est souvent meilleure qu'une bonne arthrodèse. Je vous remercie. Voilà, on est arrivé au moment de vous dire au revoir. Alors, on va vous dire 2-3 petites choses qui sont très importantes. D'abord, vous dire qu'on a été extrêmement content de vous recevoir. Et que, en fait, c'est une histoire qui n'est pas une histoire de personne, c'est une histoire d'école. Et on a travaillé tous ensemble pour arriver à ça. Et on espère vraiment que vous avez été contents. Alors, je ne sais pas qui c'est elle, mais en tout cas, on sera très... Roger est responsable de ça. On sera ravis de vous avoir pour le prochain congrès. Donc prenez la date, 24 au 26 septembre 2020, dans 2 ans. Et ce sera sur un sujet différent qui sera l'arthrose monocompartimentale, les unis, les ostéotomies, les prothèses de genoux, l'alignement, la robotique, tout ça. Donc on fera de nouveau une grosse fête. Notez la date et on ne va pas manquer de vous le rappeler de nombreuses fois pour les 2 années qui suivent. Alors vous aviez bien entendu compris qu'elle, c'était la Lyon School of Knee Surgery. Alors, merci beaucoup à vous tous. Donc Roger vous l'a dit, hein, c'est une équipe, on a eu des guest speakers de VIP qui étaient fabuleux, hein. Vous avez vu des communications, je crois, qui étaient vraiment de classe mondiale et on les remercie à nouveau d'avoir fait l'effort de venir pour passer ces quelques jours avec nous et nous montrer tout ça. Et puis vous voyez ici tout le groupe, vous avez les photos de toute l'équipe et donc vous voyez que ce n'est pas le travail de seulement quelques personnes mais toute une équipe de chirurgiens pour organiser ce congrès. Alors je voulais remercier particulièrement notre secrétaire, Florence, qui
a énormément travaillé pour nous. Et sans elle, à l'évidence, les choses ne se seraient pas aussi bien passées. Et puis tout le groupe d'organisation que vous avez eu l'occasion de croiser durant ces 2 jours. Ensuite, je voulais vous dire que ça, c'est un peu nouveau. On a mis en place un certain nombre d'outils informatiques qui sont le site internet de notre association, le site internet du congrès, l'application que vous pouvez garder sur votre téléphone portable, le podcast. Je ne sais pas si tout le monde est au courant que le congrès a été retransmis par internet et donc du coup dans le monde entier, et qu'on va vous donner au fur et à mesure que le temps passe des informations. On ne va pas rester 2 ans sans vous en parler, et on va vous donner un certain nombre de choses à travers tous ces outils de communication. Donc à nouveau, j'espère vous revoir dans 2 ans pour passer de nouveau ces 2 journées magnifiques autour de la chirurgie du genou. Voilà, et puis je voudrais vous dire aussi qu'on a fait avec Sébastien un couple très sympathique. Et voilà, je voudrais remercier Sébastien pour toute l'affection qu'il a eue pour moi. Il s'est comporté comme un père vis-à-vis de moi, c'était top. Voilà.